États-Unis, Trump, 47e président, que craignent les anti-russes? Nous nous interrogeons. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. États-Unis, Trump, 47e président, que craignent les anti-russes? Nous nous interrogeons encore, mesdames, messieurs, ce matin. Nous n'avons aucune illusion sur le président américain élu. La diplomatie russe sur la présidentielle américaine, en tout cas, c'est leur déclaration. Moscou n'a aucune illusion sur le président américain élu et la majorité républicaine au Congrès, selon le ministère russe des Affaires étrangères. La Russie critique la diplomatie anti-russe des États-Unis et observe en tout cas un profond clivage dans la société américaine. Le Kremlin évaluera en tout cas Donald Trump en fonction de ses actes. Le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué dans un communiqué sur les élections présidentielles aux États-Unis ne nourrir aucune illusion sur le président américain élu, bien connu en Russie, ainsi que sur la nouvelle composition du Congrès, où, selon des données préliminaires, les républicains l'emportent. La classe politique au pouvoir aux États-Unis, quel que soit le parti auquel elle appartient, adopte une attitude anti-russe et une ligne politique visant à endiguer Moscou. Cette ligne échappe, selon la diplomatie russe, au changement de cap de la politique intérieure américaine, que ce soit avec l'Amérique d'abord, que promeuvent Donald Trump et ses partisans, ou l'ordre mondial fondé sur des règles défendues par les démocrates. Le ministère russe a ajouté que la Russie travaillera avec la nouvelle administration une fois celle-ci installée à la Maison-Blanche, tout en défendant rigoureusement ses intérêts nationaux pour atteindre les objectifs, on va le dire, de l'opération militaire spéciale du côté de l'Ukraine. Nos conditions restent inchangées et sont bien connues à Washington, a souligné le ministère russe des Affaires étrangères. Il a été également précisé que le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, après 4 ans, reflète sans aucun doute le mécontentement des Américains envers les résultats de l'administration Biden et le programme électoral du Parti démocrate proposé par leur candidat, rapidement désigné la vice-présidente Kamala Harris au lieu du président sortant. Comme le mentionne le communiqué, malgré une intense campagne de propagande menée contre Donald Trump par les démocrates, utilisant des ressources administratives et le soutien des médias libéraux, Donald Trump a misé sur des questions économiques et l'immigration illégale qui préoccupent réellement les électeurs en opposition au cours globaliste de la Maison-Blanche. Dans ces conditions, même les défauts chroniques de la démocratie américaine, avec sa nature archaïque et son incapacité à répondre aux normes modernes d'élections directes, équitables et transparentes, n'ont pas aidé le groupe dirigeant à empêcher la défaite de Kamala Harris, selon le ministère russe des Affaires étrangères. Voilà pourquoi nous nous interrogeons, mesdames, messieurs, États-Unis, Trump, 47e président, que craignent les anti-russes? Telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, il nous fallait justement un homme politique. Patient Pafendom est avec nous ce matin. Il est de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, créé le 10 avril 1948, ici même à Douala, et au restaurant Le Sierra. Tout le monde le sait bien, c'est une très belle histoire qu'il faudra lire. Patient Pafendom, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Silvio Selengos, bonjour à nos internautes et tout ce qui va avec, c'est-à-dire que téléauditeurs, auditeurs, tout ce que vous voulez. Bonjour à nos techniciens, bravo particulier à l'ensemble de nos fidèles qui sont vraiment là et qui de plus en plus renouent avec cette belle aventure et qui nous donnent vraiment assez de force, de carburant, de ressort pour pouvoir continuer le combat. Très heureux de vous avoir, Patient Pafendom. Finalement, il est élu président 47e, parce qu'il faut quand même dire que 45e, mais aujourd'hui, 47e président des États-Unis, Donald Trump. Mais je crois que c'est une victoire pour nous qui analysons un peu ce qui se passe aux États-Unis, qui est plus ou moins attendu. D'autant plus que les États-Unis se sont enfermés dans un bicéphalisme politique qui ne donne pas beaucoup de place à la surprise. Parce que quand on a vu la manière dont M. Biden
Sleepy Joe, oui, a conduit les États-Unis, il était quand même assez difficile de penser que ce somnambule-là n'ait pas laissé de dégâts terribles dans l'opinion américaine. Mais surtout, sa tentative de tenter de se représenter, il a fallu vraiment les pieds et les mains, des bousculades de couloir pour que ce dernier, accompagné flanqué de sa célèbre épouse, consente quand même d'abandonner la partie et de pousser, malgré elle, Mme Kamala Harris, dont tout le monde voyait visiblement qu'elle était tout simplement une marionnette entre les mains des grands marionnettistes de l'ombre qui étaient le couple Obama et même le couple Clinton. Donc, qui sont peut-être les représentants les plus en vue du deep state américain aujourd'hui, parce que c'était aussi la confrontation entre deux Amériques. C'est l'Amérique qui tente de se replier sur soi-même, sur elle-même, pour se redonner, pour refabriquer les ressorts qui ont fait sa puissance, et cela au détriment d'une Amérique qui a fondé sa politique sur la domination de son espace extérieur, même éloigné. Bon, donc c'est ces deux visions-là d'une Amérique que je dis, nous avons besoin de nous redéployer à l'interne, de reconvoquer nos solutions endogènes les plus puissantes, le savoir-faire américain, redonner sens à l'économie américaine, redonner du travail aux Américains, remettre en confiance l'Amérique profonde qui avait l'impression d'avoir été délaissée. L'une des explications, c'est les ouragans qui ont frappé, dont les deux derniers, qui ont frappé les États-Unis. Les gens ne comprennent pas qu'ils sont sinistrés, ils sont dans le besoin, mais leur État préfère, n'est-ce pas, dépenser des milliards pour l'Ukraine au détriment des pauvres citoyens américains qui sont dans la détresse totale. Donc cette Amérique-là, il y avait deux visions de cette Amérique et qui ont poussé l'Amérique profonde à dire, mais cette fois-ci, nous allons en découdre avec ce parti démocrate qui est devenu aphone, qui est d'une cécité hors norme et qui ne voit pas que malgré tous ces soubresauts comme un petit cabri, le monde lui continue d'avancer et n'attend pas, n'est-ce pas, que cette Amérique lui donne de l'ordre pour avancer ou pas. Alors qu'avec le discours de M. Trump, qui était beaucoup plus basé sur l'économie, c'était de dire « Make America great again », c'est-à-dire « bigger and bigger and bigger great again », c'est-à-dire qu'elles sont encore plus puissantes. Oui. C'était axé sur les petits Américains, l'Amérique profonde, les basses classes, mais pas seulement sur la classe moyenne et la classe des happy few. D'ailleurs, M. Biden, toujours dans ses bouts, dont il en a le secret, a qualifié les supporters de M. Trump d'ordures. Et Trump en a profité pour faire encore un élément de campagne. Vous l'avez vu dans une voiture de ramassage d'ordures pour dire que bon, nous les ordures, on va te montrer comment ça va se jouer. donc vraiment, c'était deux types de leadership qui s'affrontaient. Donc Kamala Harris n'a pas pu se sortir du bilan de M. Biden. Elle n'a pas pu créer un schisme de continuité entre la mandature de Biden et elle-même, d'autant plus qu'elle était vice-présidente, et cela a été vraiment catastrophique pour elle. Surtout, on n'a pas su parler à ces classes qui sont dans une désespérance extrême. Les Américains eux-mêmes, elle s'est limitée à tenter de rallier les femmes sans parler aux femmes, parce qu'elle est une femme certes, mais pour pouvoir rallier les femmes, il fallait d'abord parler aux femmes. Et puis à l'international, il y a l'attitude de Trump qui a été tranchante. C'est au moins l'un des deux conflits majeurs qui secouent le monde aujourd'hui. Sur la question ukrainienne, Trump a dit, avant même d'entrer à la Maison-Blanche, je vais régler le problème, je vais mettre fin à la guerre. Mme Kamala Harris était dans une continuité, comme le veut bien le lobby, j'allais dire, le complexe militaro-industriel qui veut continuer à faire cette guerre, le lobby financier qui veut assommer la Russie par une défaite stratégique comme ils le pensent, ils le disent, mais la réalité du terrain, c'est que c'était plutôt l'effet inverse, n'est-ce pas? Donc, il y a, sans oublier, mais sur la question palestinienne, et là encore, on voit le double langage de Mme Harris, qui dit, ah, ma fille, elle est pro-palestinienne, mais elle a continué à dire, on va soutenir Netanyahou et sa clique, on va soutenir l'envoi des armes pour tuer des enfants, pour tuer des femmes. Le nombre de morts est insoutenable pour ce génocide, et que
Madame Kamala Harris n'ait pas eu de courage de dire non, moi, aux affaires, je vais mettre fin à cette guerre-là parce qu'elle est insupportable pour la conscience planétaire. Non, elle ne l'a pas fait. Elle s'est aplatée devant les injonctions, n'est-ce pas, des lobbies israéliens. Je pense à l'iPad, par exemple. Et puis, les conséquences de voilà. C'est vrai que Donald Trump ne fera pas mieux. N'oublions pas que c'est Donald Trump, quand même, qui a déplacé la capitale de Tel Aviv pour Jérusalem et a décidé de faire de Jérusalem la capitale éternelle d'Israël au détriment des décisions, quand même, de l'ONU et de la communauté internationale qui en faisait une capitale divisée en deux pour deux États. Bon, donc je crois qu'à ce niveau-là, Donald Trump a beaucoup plus parlé aux Américains en interne, surtout aux couches américaines qui sont de plus en plus considérées comme des gens qui ne sont plus pris en compte par les élites de Washington. Madame Kamala Harris a voulu être dans la continuité de la politique de Biden, dominer le monde. Dominer le monde, continuer de fournir des armes à Israël, donc de cautionner le génocide palestinien. Elle a voulu continuer à tenter d'infliger une défaite stratégique à la Russie dans la guerre de proxy que l'Ukraine livre à la Russie. Elle a voulu continuer à penser qu'elle pouvait continuer un développement de l'OTAN pour encercler totalement la Russie, être extrêmement belliqueux vis-à-vis de la Chine, etc., etc. Ça, les Américains qui votaient, parce que malheureusement ce sont les Américains qui votent, ne l'entendaient pas de cette oreille. C'est un discours qui leur était très éloigné et dont ils ne voyaient pas la manifestation logique dans l'amélioration de leur cadre de vie. Je crois que c'est à ce niveau que ça s'est joué, mais une fois de plus, une fois encore, je vous le dis, que ce soit Trump, que ce soit Harris, Trump est président, la Russie ne se contentera pas des mots, elle se contentera des actes. Donc si M. Trump se laisse emporter par les pressions de Deep State et s'aligne sur la même politique que M. Biden par rapport au conflit qui oppose la Russie à l'OTAN, qui veut venir s'installer au niveau de sa frontière la plus proche, je peux vous dire que ce que moi j'ai vu en Russie et la capacité de résistance de ce peuple-là, Trump n'a qu'à bien se tenir parce que là, il n'aurait pas pu tirer les leçons de cette aventure de l'OTAN et du camp otanesque au niveau de l'Ukraine. Que craignent aujourd'hui les anti-russes? Patient Pafendom, vous qui étiez en Russie ces derniers temps, avant même l'élection, on a vu les journaux, médias européens, occidentaux tirer sur Donald Trump, déclarant haut et fort que ce n'est pas l'homme qu'il faut aux États-Unis. Qu'est-ce qui leur fait peur? Parce que regardez un peu les journaux occidentaux, dans la plupart, ils sont tenus par quelques maniants, c'est-à-dire quelques hommes d'affaires puissants. Bon, il n'y a que peut-être Elon Musk qui échappe un peu à leur emprise. Mais le gros, ce sont des gens qui sont d'accord sur des fondamentaux. Il faut continuer à dominer le monde. Il faut continuer à imposer au monde ce qu'ils appellent les nouveaux droits de l'homme, LGBTQ+. Et voilà, il faut imposer au monde la culture du wokisme. Il faut justement que ce monde-là obéisse, n'est-ce pas, aux injonctions que nous, les milliardaires et les plus puissants du monde, de cette économie néolibérale, nous leur donnons comme injonction. Mais surtout, il faut déplacer la Russie parce qu'elle commence à être dangereuse. Elle commence à être dangereuse parce qu'elle remet en cause l'équilibre précaire du monde unipolaire. La Russie est l'un des piliers les plus, j'allais dire, déterminés à mettre fin à l'hégémonie du monde unipolaire et œuvre à travers les BRICS, mais aussi par son action en Afrique, un peu partout dans le monde, pour l'avènement d'un monde multipolaire. Donc la Russie est un danger réel pour ces décideurs de ce monde unipolaire. Et ce monde unipolaire, avec les lobbies anglo-saxons, j'insiste sur les lobbies anglo-saxons, veulent imposer un ordre mondial, n'est-ce pas, à la planète, et ils ne voient pas d'un bon oeil la résurgence d'une nouvelle Russie fière d'elle, digne d'elle, mais surtout accompagnée par la Chine, par l'Inde, et par des pays nouveaux, même comme l'Arabie Saoudite, qu'on n'aurait pas dû soupçonner, l'Iran, etc. Surtout
cette espèce de quadrature qui risque de s'opérer entre la Turquie, la Russie, la Chine et l'Iran. Cela leur fait peur. Si cette association soutient durablement les BRICS et maintient les BRICS à flot et continue de poser des actes qui vont dans le renforcement du bloc des BRICS, comme ce qui s'est vu à Kazan, en Russie où j'ai été, cela va de facto créer la déchéance du monde unipolaire. Et la déchéance du monde unipolaire, c'est quoi? C'est la perte de pouvoir, c'est la perte de puissance et des Amériques et des élites américaines qui sont dans cette voie-là. Oui. Donc, voilà l'enjeu principal. L'enjeu principal, il est au niveau de la vision, il est au niveau des enjeux, il est au niveau de ce que cela va provoquer comme explosion sur le plan international. Parce que ces deux visions sont diamétralement opposées. Et c'est pour cela que la plupart des médias étant tenus par ces wokistes militants du bloc unipolaire ont eu pour injonction, de ne pas couvrir correctement ce qui s'est passé à Kazan, de deux, de faire de la Russie et donc son dirigeant Poutine, le mouton noir de la communauté internationale, c'est-à-dire il n'est plus fréquentable, il est exclu. Cela a été démenti largement par ce qui s'est passé à Kazan. Mais troisièmement aussi, est tenté d'imposer leur vision au reste du monde sans tenir compte quand même des disparités des opinions et des cultures à l'international. Regardez ce que M. Macron nous a servi lors de l'ouverture de leurs Jeux Olympiques. Parce que là aussi, il faut commencer à remettre en cause ces fameux Jeux Olympiques qui excluent les uns et acceptent les autres. Parce que les Jeux Olympiques, c'est un moment de fraternité, de partage, n'est-ce pas? Mais là, on exclut les gens sans qu'on ne puisse bien comprendre pourquoi. C'est inacceptable. C'est donner l'impression que les opinions africaines ne comptent pas pour les Jeux Olympiques. Ce ne sont pas les Jeux de M. Macron, ce ne sont pas les Jeux européens, ce sont les Jeux Olympiques, messieurs. En Asie, un peu partout, d'ailleurs, il y a des pays qui ont protesté, il y a des pays qui ont complètement mis de côté ces Jeux Olympiques. Ils n'ont pas été vus dans ces pays à cause de ces images qui étaient révoltantes et rebutantes pour la conscience et les opinions et les cultures de certains pays. Mais M. Macron, en voyant un soldat du wokisme, lui, il s'en gargarisait, était tout heureux, il dit que c'était une prouesse technique et technologique. Il fallait écouter leurs médias, dont tes confrères journalistes de ces médias, je pense qu'ils sont beaucoup plus... Non. Ils se sont transformés beaucoup plus en propagandistes qu'en journalistes d'une cause que le monde n'accepte pas. Donc, c'est ce qui explique la hargne que ces élites de ce monde unipolaire ont contre la Russie, parce que la Russie est à l'opposé, une alternative à leur vision, qui est tout simplement une vision d'une culture de caniveau, qui peut-être, certes, pouvait encore espérer avoir une voix qui compte, mais qui, aujourd'hui, sur le plan de l'analyse concrète, de la réalité concrète, ne peut plus continuer à gouverner. Sur le plan économique, ils ont été battus, ils ne sont plus la puissance mondiale. Sur le plan militaire, on continue de leur donner la première place que moi je leur donne plus depuis très longtemps. Ça se voit en Ukraine. Ils n'ont plus les armes que les autres ont. Ça s'est vu avec les frappes iraniennes qui ont percé le dôme de fer, qui ont percé les flèches de David, etc., ont quand même frappé Israël. Ça veut dire qu'on nous a vendu du vent et des chimères. Et ça se voit avec même les outils yéménites qui sont capables, malgré tout, la sophistication des navires de guerre, des bases militaires de l'OTAN, des États-Unis, de la France, de l'Angleterre, tirer un missile balistique à partir de leur territoire qui va frapper le port, je ne sais pas, d'Eliat. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ça prouve tout simplement que sur le plan militaire, ils n'ont plus la suprématie. Parce qu'ils ne sont plus les premiers en technique, en technologie, en sciences. Bon, maintenant, il reste un volet, c'est le volet financier. C'est là où c'est la bataille va être dure. Parce qu'ils profitaient des institutions financières, des institutions de Bretton Woods, mais aussi du système SWIFT, qui est comme messagerie financière, pour contrôler et imposer un ordre à l'ensemble du monde. Avec ce que les BRICS sont en train de proposer, du point de vue des échanges,
avec la Banque des BRICS, ce système-là commence non seulement à être contesté, mais vraiment à être totalement en chute libre. Donc beaucoup de pays dans le monde risquent de commencer de commercer, d'avoir des engagements financiers sans passer par le système qui a été mis en place par les États-Unis et le monde impérialiste unipolaire. Et c'est ça, ces trois facteurs, l'économie, le militaire, le financier, qui sont au cœur de cette bataille de titans que nous assistons aujourd'hui avec les déflagrations, dont les deux les plus en vue. C'est vrai, il y a une troisième dont on ne parle pas beaucoup, c'est cette guerre, n'est-ce pas, à huis clos, sous cloche, qu'on impose au continent africain, que ce soit au Soudan, que ce soit au Sahel, que ce soit au Congo, que ce soit dans beaucoup de pays africains. C'est une guerre sous cloche parce que c'est une guerre de haute intensité, mais qu'on traite comme des guerres de basse intensité. Mais alors que quand on regarde le bilan et les conséquences sur le futur de l'Afrique, c'est vraiment une véritable catastrophe. Justement, parlons de l'image de l'Afrique et surtout de cette victoire de Donald Trump du côté des États-Unis, justement du Togo à l'Éthiopie, du Cameroun, en passant par le Nigeria, l'Afrique du Sud et surtout le Sénégal et la RD Congo. Eh bien, les leaders africains ont félicité Donald Trump pour sa victoire et se disent prêts en tout cas à consolider leur relation de partenariat entre les États-Unis et l'Afrique. Qu'est-ce qui va changer pour les pays africains, l'arrivée de Donald Trump à la tête des États-Unis? D'abord, vous avez manqué, en fait c'est pour vous faire sourire un peu, de dire quand même à nous, téléspectateurs, auditeurs, qu'il y a eu, comment on dit ça, des félicitations venant de quelqu'un qui est très important, M. Zelensky, qui a quand même félicité M. Trump. Sachant pertinemment que pour lui c'est le pire des cauchemars, donc des cauchemars qui a pu arriver. Donc certains États africains l'ont fait parce que c'est une... J'allais vous demander si Zelensky est encore légitime à la tête de l'Ukraine. Mais il le considère comme légitime. Imaginez le contraire, que ce soit Poutine qui n'avait pas organisé les élections dans les délais, qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu? Mais on continue de le présenter, il écume les palais occidentaux, on veut même l'imposer à l'Union africaine comme un président de la République. Bon, bref. Je dis que c'est comme une espèce de coutume. Ça va de soi que quand quelqu'un est élu, on lui adresse des félicitations. Oui. C'est quand même le pays qui était encore hier, la première puissance mondiale. Donc il faut arrondir les angles, il faut envoyer. Parce que j'ai vu par exemple les félicitations du Zimbabwe. Bon, je n'ai pas toutes les cartes en main, mais ça fait un peu rire. Connaissant des antagonismes entre le Zimbabwe et les États-Unis. Donc ça fait partie de ces convenances diplomatiques. Dans une espèce de civilité diplomatique dont auquel on ne peut pas déroger, mais on sait dans le fond que M. Trump est attendu au tournant. Est-ce que pour lui, les États africains sont toujours des espèces de ce qu'il avait appelé des shitholes, je ne sais pas, state, ou bien des espaces où il peut enfin amorcer un véritable dialogue fécond pour une collaboration et une coopération vraiment soutenu entre les États-Unis et l'Afrique, mais cela demande qu'il y ait un changement du logiciel total des États-Unis, une perception nouvelle de ces États-Unis vis-à-vis du monde, globalement parlant, et de l'Afrique en particulier. Excusez-moi d'être un peu sceptique dans la capacité de cette élite américaine de faire ce qualitatif. Vous, la politique américaine ne va pas changer, même sous Donald Trump? Elle ne changera pas beaucoup sous Donald Trump, mais elle marquera peut-être une pause dans la culture guerrière, surtout les guerres qui sont faites à l'extérieur des États-Unis, parce que je crois que son agenda aura pris priorité d'essayer de relever l'économie américaine, parce que c'est le gros du travail qui l'attend. Et, excusez-moi de le dire, là aussi, j'ai l'impression qu'il n'a pas beaucoup tenu compte des évolutions du monde, qu'il n'a pas attendu les États-Unis pour avoir le niveau de décollage économique, le niveau d'acquisition de connaissances scientifiques, techniques et technologiques, le niveau de programmation, n'est-ce pas, des espaces financiers où tous les experts vous disent aujourd'hui que la City de Londres va devenir une petite cité pour un village parce que la grosse place financière mondiale aujourd'hui risque d'être Hong Kong avec les conséquences que cela
peut bien engendrer. Et j'ai bien peur que les États-Unis et leur Banque mondiale, et leur FMI, dont les institutions de Bretton Woods et d'autres robinets financiers, ne soient plus l'arôme, n'est-ce pas, de la finance internationale que tout le monde est obligé de converger vers. Donc malheureusement, c'est ça aussi, les basculements internationaux, quand l'aube d'une nouvelle réalité politique, géopolitique, économique et financière mondiale s'impose, il y a certains qui ont fait les frais et souvent ils le font dans la douleur. Merci à vous, Patient Parfum d'Homme, d'avoir été là ce matin. Eh bien, c'est moi qui vous dis merci. Je profite pour saluer tonton de la Trompe. Bon, écoutez, c'est pour faire un peu rire nos téléspectateurs, mais leur dire que nous les Africains, il faut qu'on arrête de penser que l'élection de Donald Trump va résoudre les problèmes de l'Afrique. C'est aux Africains de se prendre la main eux-mêmes. Et pour cela, je reviens sur cette question, il faut déconstruire ce qui s'est passé à Berlin en 1884-85. Il faut que l'Afrique réfléchisse à la question de son unité. Ça peut être d'abord des unités sous-régionales. Il faut de nouveaux espaces africains plus viables, un peu plus costauds, un peu plus réfléchis, avec un leadership vraiment plus conséquent, avec des modes de vision qui sont des visions à long terme, au lieu de la gestion, n'est-ce pas, de petits calculs d'apothicaire, gestion à court terme de la plupart de nos États, où les gens sont beaucoup plus préoccupés à leur fauteuil, à l'avenir de leurs enfants, de leur clan, etc., etc. On voit ce qui se passe en Guinée équatoriale, excusez-moi, d'en faire le crochet, mais c'est tout simplement parce que ce sont des visions claniques de pouvoir qui ne peuvent pas prospérer sur le long terme. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Restez sur nos plateformes numériques YouTube, Facebook. Partagez au plus grand nombre pour que Panafricaniste TV soit connu de par le monde. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une très belle journée.